Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai pas mal de temps libre en ce moment, je travaille un petit peu moins qu'au début d'année, donc j'en profite pour pouvoir produire du contenu tant que je peux. Et le contenu d'aujourd'hui, il est parti d'un commentaire que j'ai reçu sur la précédente vidéo, où je faisais état du fait que les femmes avaient plus de probabilité de mourir d'une opération quand elle était pratiquée par un homme que quand elle était pratiquée par une femme. Et quelqu'un m'a dit en commentaire, écoute, ce genre d'affirmations, elles me dérangent, il faut les sourcer, si jamais elles ne sont pas sourcées, bah, elles paraissent a priori un peu fausses, parce qu'elles sont quand même assez extraordinaires. Donc j'ai retrouvé l'article en question qui avait été publié, ce qui m'a donné l'occasion de le relire, de réaliser à quel point cet article était sérieux. Et puis je me suis dit, en fait, autant vous le présenter. Et avant de vous le présenter, j'avais pensé à faire ça hier, je me suis dit, mais attends une seconde. En fait, on peut se poser la question de façon un tout petit peu plus différente, un peu plus systémique, et se demander si cet article-là, il correspond à une réalité sociale inquiétante, plus large, qui permettrait de répondre à la question suivante, est-ce que les femmes dans la société, dans les sociétés occidentales en tout cas, parce que c'est dans ces sociétés-là qu'on a ces données-là, sont moins bien soignées que les hommes? Est-ce qu'il y a des conséquences sur leur santé? Est-ce qu'on soigne plus mal les femmes que les hommes dans notre société? Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre avec vous. Si vous voulez retrouver cet épisode dans sa version courte, vous pouvez aller sur la chaîne secondaire qui est juste là, où je vous proposerai une version de 2 minutes avec un condensé des arguments. Si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous êtes prêts pour partir pour, à mon avis, une bonne demi-heure d'investigation. Vous allez voir, malheureusement, ce qu'on va lire est assez triste. C'est le 8 décembre 2021 que cet article est sorti. L'article en anglais dit l'association entre la concordance entre les sexes d'un chirurgien et du patient. Grosso modo, c'est un article qui va étudier uniquement d'un point de vue chirurgical, de la chirurgie, s'il y a des différences dans la façon dont un chirurgien homme traite un homme, un chirurgien homme traite une chirurgienne femme traite une chirurgienne femme traite un homme. On va voir s'il y a des différences quand il y a une concordance ou une discordance des sexes entre un praticien, entre un chirurgien ou une chirurgienne et son patient ou sa patiente. Donc, ça a été publié dans la revue ici JAMA, que vous voyez. Là, ici, vous avez le nom des auteurs, l'auteur principal étant Christopher J.D. Wallis, donc un homme. Et donc cet article-là, qui a été beaucoup partagé, beaucoup commenté, vu quand même 28 000 fois, cité 46 fois, il nous dit quoi? Il nous dit en fait que ils se sont intéressés à un certain nombre de chirurgies, 1 320 108 actes chirurgicaux. 1 320 108. Donc là, on a un travail statistique qui est absolument énorme. Ces opérations-là ont été pratiquées par 2937 chirurgiens ou chirurgiennes différentes, donc sur 1 320 108 patients et patientes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont simplement regardé les documents, ça leur a pris un temps fou. Je crois qu'ils sont remontés jusqu'à 2007, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, 2007 à 2019 par exemple. Et ils ont observé s'il y avait des différences en fonction de la concordance ou de la discordance des sexes entre le chirurgien ou la chirurgienne et le patient ou la patiente, sur le taux de mortalité, sur les risques post-opératoires, sur les risques de réhospitalisation, etc. Et ils se sont aperçus de quoi? Ils se sont aperçus de choses assez intéressantes. Que lorsqu'un homme opère une femme, il y a une augmentation de la probabilité pour que la femme décède. Une augmentation significative. Qu'il y a en plus de ça une augmentation de beaucoup d'autres effets secondaires, qu'il y a une augmentation de risque post-opératoire, une augmentation potentielle également de risque d'infection, également une augmentation de risque de réhospitalisation, etc. Lorsqu'une femme opère une femme, il y a exactement la même probabilité pour que la femme ait des complications post-opératoires que si la femme avait opéré un homme, et ces complications-là sont également égales aux complications qu'on retrouve quand des hommes opèrent des hommes. Donc il y a vraiment un problème lorsque des hommes opèrent des femmes. Il y a vraiment des différences qui sont significatives, je vous laisserai l'article si jamais vous souhaitez le lire en entier, c'est de l'anglais, c'est jamais forcément évident, mais c'est quand même intéressant. C'est un article scientifique, avec toutes les précautions que vous pouvez imaginer, et donc en fait ils tirent peu de conclusions de ça. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est, bon voilà, il y a quand même une différence dans la mortalité qui est évidente, en particulier quand ce sont les hommes qui opèrent, des femmes, et ils se disent, a priori ces résultats, ils sont fiables, c'est ce qu'ils expliquent dans leur discussion, parce qu'ils ont quand même observé 1 320 000 opérations, mais pourquoi il y a cette différence-là? Là, ils demandent à ce qu'il y ait des investigations un petit peu plus poussées. C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là? Pourquoi quand des hommes opèrent des femmes, il y a plus de risques pour la patiente qu'elle décède, qu'elle ait des complications post-opératoires que quand un homme opère un homme, ou quand une femme opère une femme, ou quand une femme opère un homme?
C'est ce que je propose qu'on explore en fait aujourd'hui. Et on va essayer de se poser quelques questions par rapport à ça, et puis surtout on va essayer d'y répondre. Vous avez cet ouvrage que j'ai acheté en format PDF pour pouvoir le lire, qui est très intéressant, je l'ai lu un peu en diagonale, je l'ai lu dans l'après-midi hier, qui s'appelle « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ». Je vous l'avais présenté une première fois, mais je ne l'avais pas lu à ce moment-là. Il est de Delphine Bauer et Darren Puccini. Et on nous dit « Dépakine, Mediator, Distilben, Agréal et sur Levothyrox, les médicaments à destination des femmes constituent l'essentiel des scandales pharmaceutiques des 60 dernières années. Pour tout le monde, le Mediator résonne comme le scandale pharmaceutique de cette décennie. Mais qui sait que derrière les milliers de victimes de cet antidiabétique utilisé comme un coupe-faim, se cache une très grande majorité de femmes. C'est plutôt cohérent quand on y pense, puisque les stéréotypes sexistes féminins ont tendance à mettre une pression sociale sur le corps des femmes bien plus que sur le corps des hommes. Il y a une sorte de renversement récemment où ça y est, maintenant on voit de la publicité avec des corps masculins stéréotypés, typiques de la virilité, donc ça va finir par toucher aussi les adolescents. Mais bon voilà, actuellement c'est encore les femmes qui sont majoritairement touchées. Dernièrement, l'Androcur, prescrit contre l'hirsutisme, a défrayé la chronique en favorisant chez celles qui y avaient recours le développement de tumeurs au cerveau. Plus récemment encore, le Levothyrox prescrit à 85% aux femmes s'est ajouté à cette litanie. En France, le phénomène, invisible, reste hors des radars des autorités sanitaires. Ailleurs dans le monde, on s'interroge davantage. Entre 1997 et 2001, 80% des médicaments retirés du marché posaient plus de problèmes aux femmes qu'aux hommes, notait dans un rapport la Cour des comptes américaine. Je vais être honnête avec vous, j'ai recherché ce rapport, je ne l'ai pas trouvé. Malheureusement, il n'est pas cité là, il n'y a pas de ressources bibliographiques, c'est le résumé de l'ouvrage, et l'ouvrage malheureusement ne le cite pas, ou alors je ne l'ai pas trouvé dans les références. D'autres pays cherchent à connaître les raisons de la forte présence des femmes parmi les victimes des effets secondaires. Grosso modo, ce qu'on apprend déjà là, c'est qu'il y a un risque de surmortalité chez les femmes quand elles sont opérées par des hommes, et les médicaments qui sont produits, qui ont des effets secondaires et qui perdent leur autorisation de mise sur le marché, sont majoritairement des médicaments qui ont eu des effets secondaires sur les femmes. Quand même assez intriguant tout ça. Vous avez ici une étude assez intéressante, qui est récente, qui a été publiée le 27 septembre 2022. Cette étude-là, je vais vous la présenter, pourquoi ? Parce que pour moi, elle est l'une des premières pistes de réflexion qui pourrait expliquer ces différences dans la façon dont on prend en charge médicalement les femmes et les hommes. J'ai l'impression, mais ça n'est qu'une impression, et donc ne prenez pas du tout ça pour un fait, ou quoi que ce soit, qu'on écoute moins les femmes en médecine, d'une façon générale. Qu'on écoute moins leurs plaintes, qu'on comprend moins leurs plaintes, ou alors qu'on est resté dans des stéréotypes disant « oui mais c'est normal, les femmes, elles ont plus souvent mal que les hommes », on va essentialiser ça la plupart du temps quand on entend ces remarques-là par des anciens médecins au fait qu'elles ont leurs règles, donc bon, voilà, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Ce truc devient, voilà, les femmes ont plus souvent mal que les hommes et c'est normal. Il se trouve qu'effectivement, vous verrez, il y a des études qui ont tendance à montrer que la testostérone a tendance à protéger les hommes de la sensation douloureuse, alors que les oestrogènes peuvent majorer la sensation douloureuse. On va en reparler dans un instant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là récemment ? Personne n'est passé à côté, on a été touché par la crise du Covid. En début 2020, fin 2019, début 2020, il y a un vaccin qui a été développé très rapidement, et dès les premières injections du vaccin, vous avez beaucoup de femmes qui se sont plaintes du fait qu'elles avaient des règles anormales, douloureuses, plus longues, moins régulières aussi, plus irrégulières. Et ce truc-là a été un truc quand même assez collectif, une prise de conscience collective. Et on peut se dire, à une période où le vaccin était étroitement surveillé, tous les vaccins, où ils étaient étroitement surveillés, qu'une telle remontée allait entraîner des réactions des organismes de la pharmacovigilance. Dès l'instant où on a eu la peur que le vaccin pouvait provoquer des myocardites, par exemple, il y a eu un affolement un petit peu général, on a testé ça, on est allé voir la prévalence des myocardites chez les personnes vaccinées, chez les personnes non vaccinées, etc., pour s'apercevoir, au final, qu'il y avait plus de chances que le coronavirus donne comme effet secondaire une myocardite que par la vaccination. Et ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi les remontées. Et bien là, en fait, par rapport au cycle menstruel, alors, bon, je referai mon petit bémol après. Par rapport au cycle menstruel, la première étude d'envergure, elle est sortie en septembre 2022. Voilà, qui est sortie plus d'1 an après les campagnes de vaccination massive. Plus d'1 an et demi même, après les campagnes de vaccination massive. Vous vous rendez compte ? Et en plus de ça, que dit l'étude ? L'étude confirme effectivement qu'il existe un lien entre la vaccination contre le Covid, oui c'est ça, la vaccination contre le Covid et les problèmes au niveau du cycle menstruel. Là ils mettent par exemple une augmentation de la durée du cycle. Une augmentation des douleurs aussi, ils en parlent. Donc voilà, il nous a fallu ça. Il nous a fallu attendre plus d'1 an et demi. D'autant que quand on regarde un petit peu leur méthodologie, on voit que la méthodologie elle est faite sur 19 000
patientes. En soi, une étude qui étudie les effets d'un médicament sur 19 000 patients, c'est très bien. C'est bien 19 000, hein. On est largement au-dessus de ce qu'on attend pour pouvoir considérer que les sources sont fiables. Mais en fait, dès les premières semaines de vaccination, des femmes vaccinées, il y en avait une dizaine de millions, dès les premières semaines. En fait, il y avait déjà il y avait déjà ces échantillons qui étaient disponibles. Elles existaient déjà, les femmes qui se plaignaient de ça. Mais bon voilà, ça a pris un temps fou. Ça a pris un temps fou parce qu'on les a pas écoutées. Et ça pour moi c'est l'une des premières explications possibles. Parce qu'en fait on n'écoute pas les femmes quand elles se plaignent de quelque chose. Elles ont des effets secondaires d'un médicament, on ne les écoute pas. Ça peut paraître surprenant, mais là on a quand même une démonstration assez intéressante. Là ici, c'est très intéressant également. C'est un article qui a été publié encore dans le JAMA par un médecin, le premier chercheur qui s'appelle Yusuke Tsugawa, qui parle de la mortalité et des réadmissions des patients, hommes et femmes confondus, selon qu'ils soient traités par des médecins hommes ou des médecins femmes. C'est un article, du coup, vous l'avez compris, qui évalue la qualité de la pratique des femmes et des hommes. C'est pas tout à fait comme ça qu'il le présente, bien sûr, parce que l'idée n'est pas de porter un jugement, l'idée n'est pas de dire les hommes soignent bien, les femmes soignent moins bien, mais de dire, concrètement, quand on regarde comment soignent les femmes et comment soignent les hommes, est-ce que, pour des pathologies similaires, la même chose, toutes choses étant égales par ailleurs, est-ce qu'il y a des différences dans les taux de mortalité? Eh bien, on s'aperçoit que lorsque des femmes sont médecins, reçoivent des patients, les taux de mortalité des patients, elles sont entre 11,07% et 11,49%. Et quand ce sont des hommes qui soignent, on s'aperçoit que le taux de mortalité ou d'effets secondaires graves passe de 15 à 15,57%. Qu'il y a une différence de 4%, c'est ça, de taux de mortalité selon que votre médecin soit une femme ou soit un homme. Dit différemment, on pourrait dire si vous êtes soigné par une femme, il y a 4% de chances de moins que vous décédiez de votre pathologie que vous étiez soigné par un homme. Pour certaines pathologies, bien sûr, je vous laisserai lire l'article si vous le souhaitez. J'ai un tout petit peu simplifié là la conclusion, mais je vous invite à lire le papier, ils en parlent parfaitement bien. Problème, c'est que la médecine, elle est ouverte aux femmes depuis finalement assez peu de temps, c'est le moins qu'on puisse dire. À partir du moment où on a accepté que les femmes étudient la médecine, il a fallu attendre des années et des années avant que les effectifs soient majoritairement féminins. Aujourd'hui, sachez-le, je crois que la bascule elle a été faite dans les années 2010, il y a plus d'élèves filles qui s'inscrivent dans les facultés de médecine en France que d'élèves garçons. Dans les autres pays, je n'en ai aucune idée. Et donc, que dit l'article? L'article dit, vous voyez quand même qu'ils ont analysé 1 583 000 hospitalisations. C'est encore un énorme travail de recherche statistique. L'article dit quoi? L'article dit, en fait, on ne sait pas exactement d'où viennent ces différences-là. On les constate. L'une des hypothèses que formule l'article, en disant qu'ils ne sont pas du tout sûrs de l'hypothèse, c'est que les femmes sont aujourd'hui majoritaires dans la médecine américaine. C'est un phénomène assez récent, donc elles ont fini leurs études plus récemment que les médecins hommes qui sont plus âgés qu'elles, donc peut-être qu'elles sont plus au fait des nouvelles techniques. Peut-être que comme elles ont reçu leur diplôme plus récemment, elles sont au fait de techniques plus modernes, de démarches d'interrogatoire, de lecture, d'imagerie, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses qui sont proposées, et donc ça pourrait l'expliquer. Et donc peut-être que ce rapport-là s'explique par ça. Mais ça peut s'expliquer par toute autre chose, ça peut s'expliquer par le fait que la société, avec les stéréotypes sexistes, produit des individus, des femmes, qui sont plutôt portés sur l'empathie, sur l'écoute de l'autre, et des hommes plutôt sur d'eux, plutôt introvertis, etc. Tout ça peut être des solutions qui pourraient expliquer cette question-là. Vous voyez qu'en fait, plus on avance là dans cette vidéo-là, et plus finalement la question est-ce que les femmes sont moins bien soignées que les hommes paraît absolument avoir une réponse évidente. Oui, elles sont moins bien soignées, et en plus de ça, là, on a petit à petit la preuve qu'en plus de ça, les femmes, elles soignent mieux. Elles soignent mieux les femmes et les hommes, puisque quand des chirurgiennes opèrent des femmes et des hommes, elles ont des taux de mortalité absolument identiques. Quand des chirurgiens opèrent des femmes, ils ont des taux de mortalité supérieurs à quand ils opèrent des hommes. Il y a d'autres explications possibles à ça. Il y en a beaucoup d'autres. J'en ai choisi 4-5, parce que l'objectif pour moi n'est pas d'être exhaustif, mais de donner des pistes de réflexion, d'autant que moi je ne suis pas chercheur, je ne suis pas médecin non plus, donc c'est certainement pas moi qui vais pouvoir vous donner des réponses définitives, mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Par exemple, regardez, cet article-là, qui avait été publié par France Info, que j'avais déjà présenté le 29 septembre 2021, nous dit maladie cardiaque, les femmes sont moins bien diagnostiquées. Ah, on y vient. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de mal les soigner, elles sont mal diagnostiquées. Tout pourrait partir de là. Un bon diagnostic, pris à temps, un diagnostic cohérent,
permet un meilleur traitement, bien évidemment, ça vous le comprenez. J'ai le cas par exemple d'un patient que j'ai vu hier, non, avant-hier, c'est ça, bon, on s'en fiche en même temps, qui a eu un cancer de la prostate, qui a été diagnostiqué à un stade très préventif, qui n'a même pas eu de radio et de chimio, et qui s'en sort très bien, sans métastase, sans traitement lourd, etc. Plus vous allez diagnostiquer tôt une pathologie, mieux vous allez la soigner. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, en cas de problème cardiaque, les femmes sont moins bien diagnostiquées que les hommes. Damien Mascret, journaliste à France Télévisions, est sur le plateau de 19h mercredi 29 septembre, il explique. Si une femme fait un infarctus, en moyenne, elle ou son entourage va mettre 1 heure de plus avant d'appeler les secours d'urgence que si c'était un homme. J'aurais bien aimé une ressource bibliographique, mais je vais le croire sur parole. Donc 1 heure de plus, une femme fait un infarctus, on attend 1 heure de plus. À votre avis, pourquoi? Mettez la vidéo en pause pendant un instant si vous voulez vous poser la question. Je pense que les femmes qui suivent cette chaîne et les hommes qui suivent cette chaîne depuis longtemps ont déjà une idée de pourquoi, parce que j'avais déjà évoqué ces choses-là. L'une des raisons, c'est que elles n'ont pas les mêmes symptômes. Ce retard s'explique parce que chez les femmes avant 50 ans, on a longtemps dit qu'elles étaient protégées par les oestrogènes, on sait que c'est faux, donc il y avait des fausses informations en médecine parce qu'on connaissait mal le corps des femmes, donc ça c'est une première explication, on connaissait mal le corps des femmes. J'ai un autre article là-dessus qui va un tout petit peu plus loin sur la question-là, que je vous présente dans un instant. Comme on les connaît mal, on comprend mal leur physiologie, donc on comprend mal l'apparition de pathologies, donc on les diagnostique mal, donc on les soigne mal. Ça coule de source. On nous dit que ce n'est pas toujours vrai. Les fumeuses, les femmes ayant une fragilité méconnue et a fortiori celles à l'âge de la ménopause ne sont plus vraiment protégées. Qui plus est, et là c'est intéressant, si les hommes font l'infarctus dit typique avec la douleur dans le thorax, donc vous savez c'est la douleur à l'avant, avec la sensation d'avoir une constriction, d'avoir une douleur en étau, une douleur parfois à la mâchoire, une irradiation dans le bras gauche, une faiblesse parfois dans la main, une femme aura une fois sur deux d'autres symptômes. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que à peu près tout le monde, sans aucune exception ici, connaît les symptômes typiques de l'infarctus, saurait les reconnaître. Vous avez sûrement été formé à l'adolescence aux gestes de premier secours, quand vous avez fait des formations, qu'on appelle, je crois, la FGSU aujourd'hui, les formations aux gestes de secours d'urgence. Qu'est-ce qu'on vous a appris? On vous a appris les caractéristiques de l'angor, de l'infarctus masculin. Mais on ne vous a pas dit que c'était caractéristique masculin. On vous a simplement dit, voilà, ce sont les caractéristiques de l'infarctus. Eh ben non. En fait, il y a des différences, selon que vous soyez un homme ou une femme, dans la façon dont les symptômes de l'infarctus vont se manifester. Et le problème de ça, c'est que comme la médecine a longtemps été l'affaire d'hommes, donc la médecine a été dirigée par des hommes, et qu'ils examinaient majoritairement des hommes, en fait, on est passé à côté de ces trucs-là. On connaît mal le corps des femmes, on connaît mal les différences de pathologie entre les femmes et les hommes. Avec des sciences comme l'épidémiologie, on est capable aujourd'hui avec une grande précision de pouvoir dire, pas une grande précision, je m'excuse, mais avec un peu plus de précision qu'avant, de pouvoir dire telle pathologie va plutôt toucher les femmes, telle pathologie va plutôt toucher les hommes. Mais dans les symptômes, vous voyez bien, on les connaît mal. On connaît mal les symptômes des femmes parce qu'on connaît mal le corps des femmes. Ici, vous avez un article qui dit « Santé des femmes, une lente prise en compte depuis l'Antiquité ». Un article écrit par Fiona Moghadam, j'espère que je n'écorche pas son nom, publié le 8 mars 2020, donc vous voyez à la date anniversaire de la Journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est assez intéressant. On nous dit, dans l'Antiquité, femmes et hommes n'étaient pas considérés de manière égalitaire d'un point de vue médical. Cette différence du corps féminin et masculin s'accompagne d'une vision hiérarchisée du corps, souligne Naïma Hanafi, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Angers, spécialisée en histoire de la médecine. Le corps masculin est considéré comme un corps en santé, qui a des caractéristiques à la fois chaudes et sèches, alors que le corps féminin est théorisé comme un corps plus maladif, qui est froid et humide et qui parvient moins à faire ce qui s'appelle à l'époque des coctions des humeurs, c'est-à-dire à faire s'échapper les humeurs surabondantes dans le corps. Vous savez, ça c'était la grande théorie d'Hippocrate, le mélange et l'équilibre entre les différentes humeurs. Dans leur livre Femmes et santé, encore une affaire d'hommes, Muriel Sall et Catherine Vidal expliquent que le corps des femmes est à l'époque vu comme une dérivation du corps masculin. Et on le voit avec la question de l'infarctus, que c'est toujours le cas. Qu'on considère que l'infarctus qu'on a examiné sur l'homme, ça doit bien être la même chose chez les femmes, comme si le corps des femmes était un dérivé du corps des hommes. La femme est une sorte d'homme manqué. La théorisation des corps, sortie tout droit, je cite, c'est pas moi qui l'ai dit, la théorisation des corps, sortie tout droit des textes hippocratiques, a des conséquences sur la manière de traiter les femmes jusqu'au début du XIXe siècle, et on le voit même jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, à des symptômes équivalents, des pathologies différentes sont diagnostiquées chez les femmes et les hommes. Vous vous rendez compte? Les mêmes symptômes, on ne va pas diagnostiquer la même chose selon que ce soit des hommes ou des femmes. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le corps médical va utiliser les maladies nerveuses pour soigner, entre guillemets, des comportements jugés déviants chez la femme.
Ainsi, la nymphomanie, baptisée à l'époque fureur utérine, est abordée sous l'angle pathologique. Heureusement que je reste sur le sujet et que je ne rebondis pas sur ce genre d'appellation. Les femmes qui auraient un appétit sexuel important développent Naema Hanafi, ce qui n'est pas du tout considéré comme une chose positive à l'époque, ne sont plus, aujourd'hui non plus d'ailleurs, elles sont toujours stigmatisées, ne sont plus complètement en but à la condamnation religieuse, mais peuvent être considérées comme des personnes malades. C'est le début de la médicalisation de la sexualité et d'une normalisation de la sexualité par le discours médical. Et d'ailleurs, je vous prévois un petit épisode de 2 épisodes, de 2 minutes, pardon, décidément j'ai fait le même, le même lapsus que dans l'épisode, sur du coup le sexisme dans la langue, en parlant justement de l'insulte hystérique qui est plutôt intéressante. Bref, donc voilà, donc on psychiatrise finalement des symptômes chez la femme qui n'étaient pas psychiatrisés chez les hommes. Là, on nous dit qu'il y a un rapport à la douleur qui est différencié pour les femmes, et ça, on va en parler dans un instant, parce que j'ai trouvé un article qui est très intéressant par rapport à ça. Conséquences sur la médecine aujourd'hui. L'INSERM rappelle que ce n'est qu'à la fin des années 80, d'abord aux États-Unis, qu'il a été question de repenser la médecine et la recherche en fonction du genre, du sexe là en l'occurrence. Alors pourquoi là je dis du sexe et pas du genre ? Parce que pour le coup, les différences qu'on va retrouver par exemple dans l'infarctus, masculin ou féminin, dépendent totalement de votre sexe, pas du tout de votre genre. Donc là, il y a vraiment un abus de langage, qui est même une erreur pour le coup. Donc vous vous rendez compte, c'est à partir des années 80 seulement qu'on se dit « Ah tiens, mais en fait, c'est peut-être pas les mêmes symptômes chez les femmes et chez les hommes. Peut-être qu'il faudrait les considérer différemment. » Vous vous rendez compte, dans les années 80 ? Dans les années 80, mais dans les années 80, on était déjà en pleine médecine moderne, on avait déjà tous les outils que vous connaissez aujourd'hui de la médecine moderne. Il manquait plus qu'une prise de conscience de la part des hommes, probablement parce que des femmes leur hurlaient depuis des millénaires et que nous, on est complètement sourds à ça, pour qu'enfin, on se pose la question dans les années 80. C'est quand même grave, hein. Pendant longtemps, les femmes ont été exclues des essais cliniques et des recherches sur certaines maladies. Alors, c'est quoi le problème de ça ? Le problème de ça, il est très simple, c'est que si vous n'étudiez pas les effets d'un médicament sur les femmes, vous ne savez pas si elles vont développer des effets secondaires différents. Et pourquoi elles développent des effets secondaires différents ? Un médicament, un vrai médicament, j'entends, a ce qu'on appelle un principe actif. Le principe actif, c'est généralement une molécule qui va avoir un effet, la plupart du temps positif si le médicament a une autorisation de mise sur le marché, mais il va aussi avoir des effets négatifs. Il peut avoir ce qu'on appelle... excusez-moi, des effets secondaires. Ces effets secondaires, ils vont dépendre de quoi ? Ils vont dépendre parfois de votre corpulence, parfois du fait que vous soyez un homme ou d'une femme, parce qu'ils vont rentrer en interaction avec des éléments du corps. Des éléments hormonaux, par exemple. On n'est pas fait de la même façon selon qu'on soit une femme ou un homme. Et donc ça, c'est seulement à partir des années 60 qu'on les a inclus dans les essais cliniques. Donc vous voyez, on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. On commence à comprendre pourquoi les femmes sont encore aujourd'hui particulièrement mal soignées par rapport aux hommes. C'est une réflexion assez intéressante parce que ça fait partie d'une misogynie finalement collective. D'une misogynie qui est organisée, pas consciemment, probablement pas consciemment, mais d'une misogynie qui est quand même organisée par la société. Avoir exclu les femmes des essais cliniques, attendre les années 80 pour pouvoir commencer à se dire, peut-être que les médicaments, les traitements n'ont pas les mêmes effets chez les hommes et chez les femmes, c'est bien la preuve qu'en fait les femmes n'existent pas dans notre imaginaire collectif. Les femmes n'existent pas, il existe des hommes et des dérivations des hommes. Vous, les femmes, vous n'êtes toujours pas considérées pour ce que vous êtes. La douleur dépend de la sensibilité au sexe. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous avez pas mal de choses qui sont intéressantes, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est quand même assez complexe, mais grosso modo, j'ai surligné ça, les oestrogènes augmenteraient la sensibilité des femmes à la douleur. La sensibilité, on nous donne la définition, définie comme le seuil d'intensité minimum d'un stimulus perçu comme douloureux. Je vais vous pincer la peau avec un appareil où je vais mettre une pression, par exemple sur votre épaule ici, avec un appareil, qu'on va appeler un algomètre, et vous allez me dire quand vous avez mal. Au moment où vous avez mal, je vais arrêter mon petit appareil à pression et je vais regarder la degré de pression que j'ai mis, qui correspond du coup au seuil douloureux. Et on nous dit voilà que chez les femmes, ce stimulus il est perçu avant, chez les hommes. Donc elles sont sensibles à des plus petites pressions. Et on nous dit ensuite, la testostérone, présente en plus grande quantité chez les hommes, diminuerait cette sensibilité. Donc il y a un rapport différent à notre corps, il y a un rapport différent à la douleur. Là vous voyez, ils parlent bien de sexe et pas de genre, ils ont raison, le sexe joue donc sur la réponse au traitement. Et ils prennent un cas particulièrement intéressant, et ce cas je crois que c'est celui de la morphine, il me semble, où ils expliquent que à l'heure actuelle, où je vous parle aujourd'hui, est-ce que c'est bien dans celui-ci qui parle de la morphine ? On donne toujours, ah oui c'est bien là, les mêmes taux de morphine aux femmes et aux hommes en fonction de leur physiologie. Les taux de morphine ne sont toujours pas adaptés aux femmes. Si leur sensibilité à la douleur
est différente, si le seuil de sensibilité minimum est plus bas chez la femme, elle ne devrait pas avoir besoin des mêmes quantités de morphine. Conséquence de ça, des surdosages. Donc les surdosages impliquent des effets secondaires longs comme le bras, la morphine je ne vous raconte pas, des risques d'addiction, etc. Et aujourd'hui, on ne prend toujours pas ça en considération, parce qu'il faudrait refaire des études, que ça coûte de l'argent, et que les labos pharmaceutiques n'ont pas particulièrement envie de le faire. Alors il y a quand même des médicaments sur lesquels on sait que les prises ne sont pas les mêmes chez les femmes que chez les hommes, mais la plupart du temps, vous verrez dans les notices de médicaments, ils précisent simplement le poids. Si vous faites tel poids, c'est telle dose. Et on sait pourtant que les médicaments contre la douleur, là ils prennent le cas de la morphine, là on est sur du palier 3, hein, on est sur l'un des médicaments les plus puissants contre la douleur, n'ont pas les mêmes effets sur les femmes que chez les hommes, parce que les taux de sensibilité ne sont pas les mêmes. Mais c'est quand même fou qu'on n'ait pas étudié ça auparavant. Article suivant intéressant, il parle d'un autre cas, le cas de l'autisme. Et puis ensuite, on va s'arrêter. Après le cas de l'autisme. Il nous dit quoi? Il nous dit, a priori, l'autisme est une pathologie que l'on pense être typiquement masculine. On aurait une femme pour 4 hommes qui souffriraient d'autisme. Mais la question que se pose ici cet article-là, qui est très intéressant, qui est publié donc dans le journal de l'Académie américaine de l'enfance de l'adolescence en psychiatrie, article de Rachel Looms, autrice principale. On nous dit, mais en fait, les symptômes de l'autisme chez les garçons et chez les filles sont différents. Et comme on a étudié l'autisme pendant des années chez les garçons, on connaît mal les manifestations caractéristiques de l'autisme chez les femmes. Et comme on les connaît mal, on les diagnostique mal. Et donc, ce que nous dit l'article, c'est que ce rapport communément admis en médecine de 4 hommes pour une femme qui souffre d'autisme est probablement plus proche d'un ratio 3/1. C'est-à-dire qu'on raterait à peu près 25% des autismes chez les femmes parce qu'on les diagnostique mal. On nous dit ici, ça ressemble à un biais de diagnostic basé sur le sexe. Ce qui signifie que les filles qui qui ont les critères caractéristiques pour pouvoir diagnostiquer un autisme, on les reconnaît moins bien. Article qui est confirmé ici par cet article-là de Rachel von Köttlitz, 19 juillet 2022, qui nous parle justement de ces taux de prévalence, qui nous rappelle effectivement que qu'on est à un sexe ratio de 3 à 4 hommes, etc. Et qui nous dit pourquoi les filles et les femmes autistes passent sous les radars. Pendant longtemps, on n'a pas repéré de femmes autistes. Dans le champ de l'histoire de la médecine, on peut confirmer que les troubles du spectre de l'autisme ont été construits comme un trouble masculin. Les psychiatres Leo Kanner et Hans Asperger sont très connus pour leurs travaux sur l'autisme. On pourra en parler un jour d'Asperger, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au sexisme. 4 garçons pour Asperger, 8 garçons et 3 filles pour Kanner. Le prisme à travers lequel on comprend le trouble est donc biaisé. Et ce malgré le fait qu'une première étude ait été réalisée en 1926 par Grunia Soukavera, une médecine russe, sur des garçons et des filles. Elle a publié la première description de l'autisme dans une revue scientifique, portant sur 6 garçons et 5 filles en tout, et elle a dressé un tableau masculin et un tableau féminin. Ça existe depuis 100 ans. Et aujourd'hui encore, on a du mal à diagnostiquer l'autisme chez les filles. Il y a beaucoup d'articles, je vous montre pas tout ce que j'ai trouvé, hein. Le but n'est pas d'être exhaustif, qui montrent qu'on diagnostique toujours mal l'autisme chez les filles. Elle dit ensuite, les travaux sur les femmes autistes sont plus récents, on a vu que non, hein. Ils datent principalement des années 2000, donc il y a eu dans les années 2000 un regain d'intérêt, enfin, pour les manifestations du TSA, du trouble spectre de l'autisme chez les femmes. Il existe un biais de genre, alors non, là, encore une fois, c'est un biais de sexe, hein, ancré dans l'histoire de la médecine, qui est à l'origine du développement d'outils de diagnostic adaptés à la population masculine. C'est-à-dire que comme l'autisme chez les hommes a des caractéristiques spécifiques, les outils qu'on a mis en place pour le détecter fonctionnent chez les hommes, et ils fonctionnent mal chez les femmes. Donc on les diagnostique mal. Et là on nous parle d'une courte histoire de la médecine genrée, donc en l'occurrence c'est encore une médecine sexiste, en l'occurrence, hein, par genrée, mais c'est intéressant. Conclusion, oui, les femmes sont plus mal soignées que les hommes actuellement, dans le monde occidental, en France évidemment, et ce pour différentes raisons que j'ai exposées dans cette vidéo-là. Et qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer que la proportion de femmes dans la médecine continue à augmenter, puisqu'on a vu qu'a priori, quand les femmes prenaient en charge des patients et des patientes qui avaient des taux de mortalité inférieurs, en particulier quand il y a une discordance de sexe dans la chirurgie et dans la médecine en général, 15% à 11%, on avait vu, de taux de mortalité. Et puis voilà, en attendant, moi ce que je vous recommande, c'est de toujours être attentif en fait aux symptômes des personnes qui vous parlent, les femmes comme les hommes de la même façon. Avoir mal n'est pas normal, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on ancre définitivement dans notre tête. En particulier les hommes.
Non, c'est pas normal que nos compagnes, que je sais pas, nos mères, nos sœurs aient des règles très douloureuses. Non, c'est pas normal, il y a des solutions par rapport à ça. Il faut pas normaliser la douleur. Si on normalise la douleur, on normalise la pathologie. Si on normalise la pathologie, on prend du retard dans le diagnostic, et on prend du retard, et du coup, bah, voilà, on diminue la qualité potentielle des soins. Les femmes, c'est pas des hommes indifférents. Les femmes, c'est une catégorie dans l'espèce différente des hommes, constituée différemment. Et ça, on a tendance à l'oublier, et bon, bah voilà, moi je trouve ça vraiment dommageable. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, rendez-vous sur la chaîne secondaire si vous voulez un résumé en 2 minutes chrono de cet épisode-là. En attendant, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut.